Avant tout, je voulais vous remercier sur tout votre temps et de répondre à mes questions pour le site Nomadisation. Je voulais au début que vous vous présentiez en quelques mots pour que les gens qui nous écoutent comprennent votre parcours et ce que vous faites dans la vie. Salut. Alors, on est les Manala. On est parti en 2017 pour un tour du monde qu'on avait préparé pendant 1 an, comme tous les tours du mondistes. Sauf qu'en fait, ça nous a beaucoup plu et on était très très lent. Au bout de 8 mois, on était toujours en Asie du Sud-Est, alors qu'on s'était prévu qu'on fasse encore l'Océanie et l'Amérique du Sud. Et on a fait une rencontre incroyable à Bali qui nous a fait prendre conscience qu'en fait, on n'avait pas vraiment besoin de rentrer en France tout de suite et qu'il était peut-être possible en fait de travailler un peu sur notre route pour continuer à voyager plus longtemps. Et c'est là qu'est venue la question du PVT en Australie. Donc on est arrivé en Australie en septembre 2017 pour quelques mois. Normalement, on devait juste travailler quelques mois pour continuer à voyager. Et en fait, on est resté plus longtemps puisqu'en fait, on a fait le tour de l'Australie pendant 2 ans. Et en alternant du coup job et visite. Et suite à ça, on s'est dit, voilà, c'était bien. On avait fait la fin du visa. Donc, on est retourné en Asie avant de rentrer en France en fin d'année 2019 pour les fêtes de fin d'année. Et c'était prévu qu'on retourne en Asie, en Thaïlande, pour travailler en tant qu'expatrié cette fois. Mais après, du coup, la Covid est arrivée. On n'a pas pu réaliser ce projet et on est sur un nouveau projet là de camping-car en France. D'accord, c'est déjà un très très beau parcours. Et ça fait beaucoup de voyages. C'est vrai que la Covid, ça a bloqué beaucoup de monde. Pourquoi les Manalas? Alors, ça se prononce les Manala. Manala, pardon. Mon papa, il est boulanger de métier. D'accord. Le Manala, c'est une genre de brioche. Tu vois, la Saint-Nicolas, en fait, le début décembre, Oui. c'est pour ça, en fait. En fait, les Manalas, ça signifie petit bonhomme. En alsacien. Et c'est une brioche en forme de petit bonhomme. On va faire un nom un peu alsacien, un peu de chez nous, et puis... Ça veut dire petit bonhomme, c'était petit sympa. bonhomme en tour du monde. Après, il y avait à l'époque, parce que maintenant c'est totalement fini ce projet, mais on était en partenariat avec l'ARCEP pour la sclérose en plaques. Ok. Et notre objectif était de ramener des recettes de cuisine du monde entier pour reverser après les bénéfices d'un livre de recettes qu'on n'a toujours pas édité, bien sûr, parce qu'on était toujours pas rentré. Maintenant, il y a la Covid. Mais bon, on va le faire un jour. Mais en fait, les bénéfices seront reversés à l'association pour la recherche. Et du coup, il y avait cette double connotation gourmet, un peu gourmand, et ça allait bien avec les recettes de cuisine. D'accord, ok. Bon, au moins c'est clair. Vous êtes parti faire un PVT pendant 2 ans, ce qui vous permettait de travailler et de voyager. Pourquoi l'Australie en particulier? En fait, l'Australie était dans notre projet de tour du monde de base. Donc, il y avait aussi la Nouvelle-Zélande, mais c'était après. Donc, sur la carte du monde, quand on regarde, l'Australie, c'était la Suisse. Comme on partait d'ouest en est, ça me semblait plus logique de faire... D'accord. Par exemple, tu as Indonésie, après tu vas en Australie, après tu vas en Nouvelle-Zélande, Ouais. et après tu vas en Amérique du Sud. Oui. Ouais. D'accord. Mais du coup, on s'est arrêté en Australie parce que finalement, la Nouvelle-Zélande, on l'a jamais faite. Après, je pense qu'en Australie, on voulait, quand on était plus jeune, après les études, c'était au moment pour l'Australie, tu termines tes études, tu vas faire un an en Australie avant de bosser, avant d'être en prison. Ouais. Et après, en fait, tu profites, quoi. Du coup, je pense que c'était pour ça. En fait, nous, c'était par curiosité. Ouais, on avait cette envie déjà en BTS. Là, quand on était en BTS, on disait purée, après les études, on fait l'Australie. Et en fait, ça s'est jamais fait, quoi. Et ça faisait partie de notre étape de tour du monde. On devait choisir un pays de PVT. C'était sur notre chemin et on a eu l'opportunité de le faire, alors on l'a fait. C'était que pour quelques mois et puis effectivement, ça a duré plus longtemps. Et on recommande à tout le monde. L'Australie en PVT, on peut pas comparer avec la Nouvelle-Zélande ou d'autres pays, Canada ou autres. Mais sincèrement, l'Australie, c'est formidable. Vous êtes arrivé sur quel coin de l'Australie? On est arrivé à Cairns. D'accord. Brisbane. Voilà. Pardon, j'ai fait une boulette. C'est pas grave. Ouais, non, Mais c'est vrai, mais parce qu'on n'y est pas resté longtemps. On a atterri à journée. Brisbane, du coup. D'accord. Et en fait, après, vous êtes monté sur Cairns et de là, vous avez commencé les recherches pour commencer à travailler, c'est ça? C'est assez atypique notre parcours puisqu'on arrive en Australie dans l'objectif juste de travailler. Et on n'avait pas du tout prévu de rester et on s'était pas documenté. On a décidé de faire un PVT 1 semaine avant de partir. On a eu de la chance d'avoir notre visa 1 semaine avant la fin de notre visa Bali. On n'avait pas les sous, en fait. On n'avait même pas les sous, Parce que je crois on n'a qu'il pas faut- été contrôlé, heureusement. Il me semble qu'il faut une certaine somme d'argent sur ton compte en banque pour pouvoir accéder à l'Australie. On n'avait pas du tout. En fait, on avait 6 000 euros sur le compte à deux qui nous restait du tour du monde, mais on les avait éparpillés sur 3 comptes bancaires différents. D'accord. On n'était pas au courant des conditions pour rentrer. On avait juste notre visa, on était contents. Et le seul truc qu'on voulait pas faire, parce qu'on était dans cette optique de pas payer beaucoup, puisqu'on avait fait l'Asie à 15 euros par jour par personne, on était à 30 euros par jour à deux. Ouais. On s'est dit en Australie, il est hors de question qu'on paye 70 euros la nuit. Alors là, ça va pas. Donc
on est arrivé à Brisbane, parce que c'était les billets d'avion les moins chers depuis Bali. Donc déjà, très radin sur le coup dès le départ. C'est surtout que c'était pas prévu, en fait, faire l'Australie, finalement. À Brisbane, on est arrivé une journée. On a fait un transfert de car, ce qui équivaut à prendre un véhicule et le transférer dans une autre ville du pays avec 1 euro par jour. Ouais, c'est une relocation, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vas d'un point A à un point B et tu as tant et tant de jours pour faire un... Et ça existe en France aussi. Et sur l'Australie, c'est très répandu. On avait eu l'occasion de le faire entre Adélaïde et Perth, à $1 par jour. C'est la meilleure route, celle-là. Et c'est compliqué. 5 jours, avoir personne. C'est marrant. C'est très sympa à faire, mais c'est vrai que c'est assez compliqué de voir personne, de pas savoir quoi faire et de rien avoir à faire, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est très long. Quand vous êtes arrivé à Cairns, vous avez commencé quand même à chercher du travail derrière. Alors, comme je te disais, on a eu un problème au niveau des papiers, on n'était pas prêts. On a mis 5 jours du coup de Brisbane à Cairns, donc on n'a déjà pas eu le temps vraiment de visiter. Fausse bonne idée, on pensait faire des économies en logement, mais on a beaucoup dépensé en essence. Et quand on est arrivé à Cairns, comme il fallait donner une caution de $1 000, on avait bloqué notre carte parce qu'on n'avait pas les autorisations pour dépenser $1 000 à la semaine. Donc on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de papier, on n'avait toujours pas notre comment on appelle ça à nouveau le numéro. TFN number. TFN number. Voilà. C'est ça. Du coup, on n'avait pas notre TFN, on savait même pas qu'il fallait le demander, donc on est arrivé à Cairns, on a payé une nuit d'hôtel avec le cash qui nous restait, et on a ensuite demandé un coach surfing. Et heureusement qu'on a fait ça parce que le Julien qui nous a hébergés 3 semaines nous a vraiment tout expliqué. On a réussi à trouver un travail au Black, malheureusement, parce qu'on n'avait pas de TFN. Les plus pourris boulots qu'on pouvait faire, le temps de récupérer l'argent. Le fait qu'on soit resté en Australie 2 ans, c'est en grande partie grâce à lui, parce que c'est lui qui nous a donné tous les conseils, les bons conseils à avoir au départ. Enfin, moi, j'estime que si tu foires ton Australie, c'est au début, en fait, parce qu'au début, tout est important. Il faut avoir une caisse, il faut avoir... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Si t'as pas un bon départ, tu vas te foirer, tu vas tomber dans une spirale, argent, dépenses, pour rentrer au pays. Alors c'est exactement ça, parce que nous on a fait l'Australie aussi, un peu comme vous, on s'était à poil plus préparé parce qu'on a réservé nos billets 3 mois à l'avance, quelque chose comme ça. Et on est arrivé avec une idée de travailler en se basant sur ce qu'on pouvait lire sur Internet. Sauf que ce qu'on lit sur Internet, c'est tu arrives, t'as un boulot en quelques minutes et c'est terminé, sauf que tout est faux. C'est pas si facile que ça, l'Australie. C'est extrêmement cher et on s'attend pas à ça. Et je suis quand même content de voir qu'on n'est pas les seuls à avoir cet avis et que vous avez vu exactement la même chose. Et c'est vrai qu'il faut trouver cette personne qui, au début, pourra conseiller et aider sur place. Et c'est très pratique. Tout à fait. Mais il faut aussi avoir l'envie de le faire parce que c'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de jeunes de 19-20 ans. Bon, après, nous, on a 30 ans, donc peut-être on n'a pas la même démarche et on n'a pas peur de demander de l'aide. Mais on a beaucoup de 19-20 ans, du coup, ils se réunissent auprès d'autres personnes de leur âge, aussi francophones, et du coup, ils ne sortent pas de leur zone de confort, et on en a rencontré beaucoup qui demandaient de l'aide sur les réseaux sociaux, ce qui est très bien et très légitime, mais c'est pas forcément sur les réseaux sociaux qu'ils vont trouver les meilleures aides. La meilleure aide, ça va être la personne dans le même bâtiment qu'eux, va être la personne de l'auberge de jeunesse. Tu stagnes, en fait. Ouais. Tu stagnes, tu cherches pas, tu stagnes, et tu restes dans une spirale. Tu connais toujours quelqu'un qui a toujours cette histoire-là. Tout le monde a eu exactement la même version de tout le monde. Je pense que même dans les années à venir, et même dans 10 ans, ça va pas changer, tu auras toujours le même style de personne. En fait, tu auras toujours les mêmes problèmes. Ouais, parce que en plus, la plupart des Français arrivent, parlent pas forcément une autre langue, et c'est tellement facile en backpacker de se tourner vers les Français. Et on a les mêmes habitudes, on a les mêmes choses. Moi, je me souviens à Sydney, on se regroupait entre Français et on était les seuls à cuisiner comme si on était à la maison. Alors que les autres, c'était beaucoup plus routard à ce moment-là. Et on n'a pas du tout la même aventure sur le coup. Un décalage, en fait. C'est ça, tout à fait. Ça fait des souvenirs, ça fait des expériences, mais on n'a pas forcément les mêmes. Parce que vous, du coup, derrière, j'imagine que vous avez travaillé, vous avez fait des choses, et vous avez eu beaucoup de jobs totalement différents, ce qui amène de l'expérience et une ouverture encore différente de ce que nous on a eu. Je pense que tu vois, en fait quand quelqu'un venait d'arriver dans le pays, je pense que tu le voyais direct, en fait, par rapport à quelqu'un qui avait fait ses 2 ans. Tu cramais direct la personne, tu disais, ah, toi, t'es frais. Toi, t'es venu il y a pas longtemps. Totalement, et même au niveau du budget, parce que une personne qui vient d'arriver, c'est des vacances. Le premier mois, c'est des vacances. Et justement, derrière, il y a, on s'embourbe dans ces vacances. Et on ressort pas des vacances.
À la différence, peut-être qu'on avait déjà voyagé pendant 9 mois, du coup on était au 9e mois. Du coup, on n'avait pas cette pression de il faut pas travailler, au contraire, on était dans la recherche de travail. On avait pas mal usé notre argent. On avait créé donc un compte bancaire australien, mais on pouvait pas l'alimenter de beaucoup puisque on avait notre carte de crédit française qui était limitée chaque semaine. Ouais. Donc fallait qu'on travaille, c'est clair. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Et ça faisait 8 mois qu'on était en vacances. Enfin, ça faisait 9 mois qu'on était en vacances. Donc ça nous dérangeait pas. Mais c'est vrai qu'on a rencontré d'autres PVTistes qui ont dit justement que ça c'est pas que ça les dérangeait, mais qu'ils n'avaient pas forcément envie de trouver du travail tout de suite, qu'ils avaient gagné assez pendant 1 an et qu'ils voulaient pas tout de suite travailler. Ils voulaient profiter. Et c'est totalement légitime. Je veux dire, on va pas non plus dans un autre pays pour tout de suite travailler, quoi. Nous, ce qu'on dit, c'est notre ressenti à nous qu'on a eu par rapport à notre propre expérience. Ouais. Je veux dire, c'est pas la vérité absolue. Oui. Tout le monde a son Australie, tout le monde a sa version de l'Australie. Et c'est ça qui est drôle, c'est que tout le monde a vécu l'Australie différemment, mais on a une sorte de connexion à un moment donné où on va se retrouver dans les histoires de chacun, parce qu'il y a forcément des moments qui ressemblent tellement à des moments que d'autres ont vécu. Je trouve ça génial parce que c'est des expériences uniques, mais avec beaucoup de liens qui se rejoignent. Ouais, tout le monde a son histoire, tout le monde a son Australie. C'est l'Australie, c'est la destination à la mode, facile, où on peut travailler, voyager. C'est l'autre bout du monde, on se sent libre. Ouais, et d'ailleurs, du coup, je reviens sur ta question. Tu nous demandais si on avait tout de suite travaillé, bossé au Black. Donc Steve avait fait... Oui, on a bossé au Black. On n'avait pas de TFN number, du coup on était obligé de... C'était pas bon. Voilà. Moi j'ai fait des cerfs-volants en papier sur le canapé du coach surfeur. Pour une marque de jouets. C'est original. J'avais jamais entendu ce boulot et pourtant j'en ai entendu beaucoup et des bizarres. Et faire des cerfs-volants, j'avais première fois. Ouais, cerfs-volants collés au papier, à colle à bois. Avec la colle à bois, c'était nul. Et moi j'ai vendu justement dans la même boîte des jouets dans un supermarché. En fait, elle vendait mes jouets. Voilà. Bon, autant te dire qu'on n'a pas gagné des 1000 et des 100 parce que c'était pas déclaré. Du coup, le gars, il nous payait ce qu'il voulait par jour. On n'est pas resté très longtemps. On a fait 2 semaines. Ouais, on a fait 2 semaines et puis après on est parti parce qu'on a bien vu qu'il nous sous-payait et qu'il nous demandait beaucoup trop pour ce qu'on donnait. Et du coup, on est parti faire du LPX 3 jours parce que toujours on n'avait pas assez d'argent. On avait acheté notre véhicule, mais du coup on avait mis toutes nos économies dans le véhicule. D'accord. Et il n'était pas prêt pour faire un road trip. Donc on a fait du LPX. On a fait du LPX déjà parce qu'on n'avait pas assez d'argent et qu'on voulait voir les locaux pour que eux ils te conseillent en job, parce que peut-être que les locaux avaient des connaissances, avaient des bouches à oreille du copain qui cherche des gens. Du coup on allait dans les les Tablelands. Non, on n'était pas dans les Tablelands, on était près de la Daintree au début. Près de la Daintree Forest. Au-dessus de Cairns alors. Au-dessus de Cairns, on était un peu plus haut, on était à Mossman. C'était un mois dans un restaurant un peu paumé qui était super, et en fait on pouvait même se faire de l'extra, on pouvait se faire un peu de blé si tu acceptais de bosser plus que les 4 heures. Mais on bossait dans le restaurant, on était dans le restaurant en tant que volontaire et on pouvait bosser plus et se faire un peu plus d'argent. Du coup c'était bien, ils étaient super sympas, et puis un jour elle nous a dit bon, vous avez votre TFN number? On a fait oui, on vient de l'avoir là il y a quelques jours. Elle a fait maintenant je vous fous dehors, sinon vous allez jamais partir. Et c'est vrai qu'on aurait pu rester là-bas tellement c'était bien. C'était papy et mamie en fait. C'était papy et mamie australiens en fait. Ouais, ils étaient cool. Ouais. Franchement, pour tous ceux qui écouteraient et qui auraient peur de faire du LPX, on recommande. Je sais pas si t'en as fait, mais les gens en Australie sont tellement ouverts d'esprit, ils t'offrent tout. Mais bien sûr, tu rends. Hein, c'est pas non plus, voilà, je suis à la maison, je mets les pieds sous la table. Mais c'est un bel échange. Et pour nous, ça nous a préparé à bosser puisque on a tellement mangé aussi de l'australien toute la journée. Et on a appris la langue aussi. Ouais, on a appris beaucoup de mots, le slang, tout ça. Parce que Audrey savait parler l'anglais, moi je savais dire bonjour, au revoir. Si, j'étais content parce qu'on a dit je parlais anglais, l'anglais asiatique. Oui. Tu vois. L'anglais qu'on apprend dans la rue avec d'autres personnes qui l'ont appris dans la rue. Parce qu'il n'est pas négligeable, c'est vraiment bien, mais c'est pas suffisant pour bosser en Australie. Parce qu'en Australie, il y a un fossé. Hein. Il y a clairement un fossé. Il faut quand même comprendre Enfin, on n'est pas obligé de parler super bien en Australie. Hein. J'ai pas envie de faire peur à ceux qui écoutent, mais c'est juste qu'ils ont un accent tellement fort que si on n'a pas fait au moins 2 ou 3 semaines avec des Australiens avant de démarrer à bosser, on comprendra jamais les ordres qu'ils nous donnent en fait. Parce qu'ils ont un accent tellement fort. Enfin, après, oui, ça dépend des régions. Mais je me souviens quand on est arrivé, donc après ce restaurant-là, elle nous a mis dehors. Hein, elle nous a dit maintenant vous partez. Donc on est parti et 2 jours après, on bossait dans une ferme. On avait trouvé du travail. Elle avait eu raison. Elle avait vu un article comme quoi les mangues commençaient dans les Tablelands, donc pas trop loin, 1 heure de là où on était. Et honnêtement, malgré qu'on avait passé 1 mois avec eux dans le restaurant, quand on est arrivé à la ferme, on n'a pas compris ce qu'ils disaient. Ils avaient encore un autre accent et
Et c'était tellement dur au début, même pour nous, de nous faire accepter parce qu'on n'arrivait pas à avoir une discussion convenable, que du coup, on est resté 6 mois. D'accord. On est resté 6 mois pour être sûr de faire les jours de ferme. Ouais, on voulait les faire. On a entendu plein de gens qui avaient pas assez de jours de ferme. C'est pour ça qu'on est resté hyper longtemps pour être sûr d'avoir assez de monnaie pour anticiper la deuxième année. Ouais, parce qu'au début, vous aviez pas prévu de faire 2 ans, mais ça vous donnait la possibilité et le choix, surtout à la fin de la première année, de rester ou de partir. Ce qui est compliqué à comprendre, c'est que là, quand on faisait les fermes, on n'était même pas encore sûr qu'on allait faire une deuxième année. On n'était même pas sûr qu'on allait... Enfin, on voulait se faire de l'argent pour continuer à voyager de toute façon en dehors de l'Australie. Donc, on s'est dit, tant qu'ils nous gardent à la ferme, on va rester parce qu'il faut qu'on fasse de l'argent. On ne pourra jamais continuer à voyager si on n'a pas d'argent. Donc, on va rester. Et nos colocs qui étaient avec nous, ils faisaient les fermes pour faire leur deuxième année. Donc, on s'est dit, autant qu'on reste à la ferme. Comme ça, si effectivement, il faut qu'on reste plus longtemps pour faire plus de sous parce qu'on n'y arrive pas, on reste une deuxième année. Ou si on fait Nouvelle-Zélande et qu'on revient en Australie parce qu'il faut qu'on refasse de l'argent, ou si on fait 4 mois en Nouvelle-Calédonie, nous refaut de l'argent, on revient une deuxième année. En fait, on avait vu toutes les opportunités, toutes les portes qui s'ouvraient à nous si on faisait juste 3 jours de ferme. 3 mois de ferme, pardon, heureusement que tu me reprends. Ce qui nous empêchait, en fait, de devoir passer par l'étape, rentrer en France pour refaire de l'argent, pour repartir. Donc, en fait, voilà, pour toutes ces bonnes raisons, on s'est dit, on va rester en Australie, on va faire nos 3 mois de ferme minimum. C'est aussi ça l'Australie, je trouve. C'est on arrive avec une idée en tête. Et le plan peut changer à n'importe quel moment par rapport aux rencontres, par rapport au pays qu'il y a autour, par rapport même à la grandeur du pays en elle-même, toutes les choses qu'il y a à faire. Et au final, le plan, c'est de ne pas avoir de plan. C'est exactement. Le plan, c'est pas le plan. Ouais, tout à fait. Exactement. Ça, c'est la base, c'est la devise. Le fait de pouvoir partir à n'importe quel moment, d'être libre, c'est ça aussi. Ah oui, ça c'est vrai que qu'on peut sortir, on peut quitter le boulot qu'on fait quand on veut. On peut quitter une colocation quand on veut sans avoir de préavis, en tout cas sous celle qu'on a fait. Je ne veux pas dire de bêtises, ça se peut qu'il y ait des endroits où c'est plus compliqué. Mais tout ce qu'on a fait, on pouvait partir le lendemain. Tu préviens un peu quand même avant, mais je veux dire, si tu veux partir du jour au lendemain, tu peux. Tu signes aucun contrat en fait, finalement. Et même si tu signes des contrats, les employeurs savent que tu restes libre parce qu'ils savent que tu as un Working Holiday Visa, donc ils savent que tu peux partir du jour au lendemain. Après, moi j'ai regardé votre site. Qu'est-ce que Love Sitting ? House sitting, c'est la garde de maison pendant que les Australiens ou n'importe les propriétaires sont en vacances. Tu gardes la maison, tu gardes les animaux. Tu deviens gardien de maison. Ouais, t'es gardien de maison en fait, c'est ça. Et c'est quelque chose que vous trouvez sur internet ou c'est avec du bouche à oreille justement que vous pouvez trouver ça ? Ce qui s'est passé, c'est que moi, je regardais beaucoup les blogs d'autres PVTistes parce que c'est là où on trouve les meilleures informations. J'avais vu une jeune qui avait fait ça. J'avais contacté en privé dans les commentaires là, qu'on voit sous les articles, et je lui avais demandé mais c'est génial ce que tu fais, est-ce que c'est facile et tout, un peu comme là tu viens de le faire. Et elle m'avait plus ou moins expliqué ce que je vais te dire, c'est qu'en fait c'est tellement les Australiens sont tellement ouverts d'esprit que ça reste dans leur mœurs de se faire garder une maison, c'est tout à fait normal même si c'est des étrangers. Pour démarrer, j'avoue que c'est un peu compliqué au début parce que il faut avoir un réseau. Nous on a des amis, ils ont fait de la garde de maison suite à une connaissance qui partaient en vacances et leur ont dit garde ma maison pendant quelques temps. Donc on savait que ça existait en Australie, moi je l'avais lu sur internet, sauf que nous, comme on était sur la route, on savait pas trop comment s'y prendre. Et en faisant plus de recherches sur internet, ça se trouve facilement, il existe plusieurs sites internet, un peu comme le Helpix, qui mettent en relation des propriétaires avec des voyageurs. Mais là pour le coup c'est vraiment des voyageurs. Tu passes un casting un peu, c'est un peu comme le Helpix, tu remplis les conditions ou pas, tu es d'accord, tu parles en privé via le chat. Si tout correspond, en général, tu les vois 1 ou 2 jours avant pour confirmer que ça se passe bien. C'est pour voir si ça match, en fait. Tu sais, ça se fait vachement au feeling, en fait. Finalement, il te regarde, si ta tête ne leur vient pas, il va déjà te dire, écoute, ça va pas le faire. Et franchement, nous, on recommande. Alors après, peut-être que le fait qu'on ait 30 ans, ça a joué sur la différence. Peut-être, je sais pas. Le fait que... ils ont vu aussi qu'on avait beaucoup travaillé déjà, on avait fait beaucoup d'Helpix. Je sais pas ce qui a joué la différence, parce que c'est vrai que je pense le premier est le plus difficile. Si tu étais déjà locataire avant, peut-être. Oui, le fait que tu aies déjà eu un chez toi, que tu avais déjà eu des animaux. Parce qu'il faut savoir que tu as un système de notation. Tu as ton compte à toi et tu as un système de notes, donc avec les mauvais commentaires ou les bons commentaires. En gros, si tu as foutu le bazar dans la maison que tu t'es occupé, forcément, les mecs, ils vont pas te donner une bonne note. Après, franchement, si on peut donner des conseils, déjà, le site internet, celui qu'on a essayé où ça a très bien marché, c'est aussi Sitters. Et en fait, ce site internet, une fois qu'on a eu... Je crois que tu payes. Tu payes. Par contre, c'est un peu cher, c'est quand même $80, mais du coup, c'est hyper avantageux parce que c'est ce que tu paierais une nuit à l'hôtel en Australie.
c'est un bon investissement. À partir du moment où tu en as eu un, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'à partir du moment où tu en as eu un et que tu as eu une bonne note, les Australiens font très confiance et on avait des propositions toutes les semaines. C'est-à-dire qu'à partir du moment, à Perth, où on a eu notre premier Aussie Sitters, on avait toutes les semaines des propositions qu'on a dû refuser parce que c'était pas le but du voyage de s'arrêter à chaque ville. Mais non, c'est ça. C'était tellement fou que les gens te demandaient, viens s'il te plaît garder ma maison. C'est même plus toi qui étais en demande, c'est eux qui te demandaient. Ouais, c'est dingue. Donc, tu fais des maisons à garder, tu dis ok, est-ce que celle-là elle a une piscine, est-ce que celle-là elle a un chat, t'es plutôt chien, t'es plutôt chat, allez on prend le chat par exemple. Je trouve ça vraiment super comme expérience et du coup c'est une question que je m'étais notée par la suite. Comment est-ce que vous qualifieriez l'Australien en général? Celui du bush, celui qui est proche de la nature, le vrai Australien en fait, pas celui qui est venu à Sydney pour travailler. Moi je pense que c'est un Australien qui est simple. Très simple. Il se prend pas la tête, il vit au jour le jour, il te donne ton opportunité, il fait passer tes capacités, tes compétences et ta personnalité avant tout le reste. Il s'en fiche de connaître ton parcours, ton passé. Lui, ce qui l'importe, c'est l'instant présent. Il te donne une nouvelle vision de la vie que tu n'as pas en partant, qui est de pas trop anticiper, de ne pas regarder ce qui a été fait mal ou pas bien. Tu pars sur une page vide. On a trouvé ça super enrichissant pour nous-mêmes parce qu'on est tellement, en France, on a tellement cette vision pas de l'élitisme, j'irai un peu trop loin en disant ça, mais quand même un peu en fait où tu as l'impression que tout ton parcours, si tu foires un moment dans ta vie, c'est pour la vie, tu vois. Alors qu'en fait, en Australie, on va pas du tout t'apprendre ça, on va te casser tes codes et l'Australien du bush va te le démontrer par A plus B que t'es quelqu'un de bien si t'as fait du mal, que t'es quelqu'un qui vaut quelque chose. Même si tu penses le contraire, en fait, il va te revaloriser tout le temps. Quoi que tu penses, quoi que tu fasses, il va toujours trouver les bons côtés. Je trouve que c'est une bonne définition de l'Australien. J'aurais pas dit mieux, en fait, finalement. Si, moi, j'aurais dit l'Australien du bush, il est rustre, mais généreux, mais en vrai, non, mais c'est vrai. En fait. Mais c'est vrai qu'il est rustre, en vrai. Il est pas en survie, mais c'est un peu plus compliqué dans le milieu, dans le bush, quoi. Enfin, t'as vu. Donc, ouais, moi, je pense qu'il est rustre, mais par contre, il est généreux. Mais de toute façon, l'Australien de base est généreux quoi qu'il arrive. Tout ce qu'on a demandé, même parfois, c'était juste est-ce qu'on peut se garer là pour la nuit? Il nous disait oui, et c'est même pas si t'apportais encore le repas du soir et puis qu'il voulait t'offrir la lampe. Et je pense que sur 500 Australiens qu'on a croisés, peut-être 3 qui sont pas cool, mais tout le reste, les gens sont incroyables. Enfin, ils sont incroyables. Moi, je me souviens d'une fois, on était dans plein désert, on se les pelait, on était en rooftop tent, donc en tente de toit, pardon, sur le véhicule. On était près d'Alice Springs, il faisait moins 5 degrés la nuit. On est allé se coucher avant qu'il fasse nuit parce qu'on se pelait. Et puis, on a vu les petits vieux par la fenêtre qui se faisaient leur barbecue là dehors. Ils étaient emmitouflés autour d'un poêle à bois. Et en fait, ils sont venus nous voir pour nous demander si on voulait se réchauffer chez eux. On a fait bien sûr. On a passé une soirée nickel. Et le lendemain matin, avant de partir, ils nous ont attendus pour nous offrir une douche chaude dans leur caravane. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Alors qu'on n'avait rien demandé. C'est exactement cette vision de l'Australien que je garde en mémoire, quoi. Très bonne vision parce que la première vision que j'ai de l'Australien, c'est qu'il disait bonjour à chaque fois. Et en fait, à Cairns, vous avez dû le voir aussi, quand vous êtes sur les beaches, vous avez plein de barbecues qui sont posés là. Tout le monde mange avec tout le monde et tout le monde nettoie. C'est propre, c'est agréable, il n'y a pas de débordement en fait. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous êtes dit la même idée, mais à la fin pendant qu'on voyageait, on avait limite cette image de dès qu'un barbecue était sale, c'était forcément qu'il y avait des backpackers qui étaient passés. Ah. Je sais pas si vous disiez ça aussi. Mais nous, on disait stupide backpacker. Est-ce que vous connaissez le French shopping? Bien sûr, oui, malheureusement. Non, il est encore là. Ouais. En tout cas, il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, il y était. Je trouve que c'est dommage, ça donne vraiment une mauvaise image du français en général. Parce que chaque nationalité a ses torts. L'anglais est un peu plus foufou, mais c'est vrai que le français sur ça, c'est très compliqué. Le cliché du français, c'est un français qui vole. C'est pour ça que nous, on essaie de donner à chaque fois le meilleur de nous-mêmes pour démontrer cette image, en fait. Enfin, après, c'est nous, parce qu'on n'est pas des... Non, mais c'est vrai, t'as raison. Et je me souviendrai toujours de ces Hollandais, Ilse et Thomas, avec qui on a passé 2 semaines. À la fin du trip, donc on a fait un convoi avec eux, et à la fin, ils nous ont dit, vous savez quoi, vous êtes les seuls Français qu'on a rencontrés, qu'on avait envie de rencontrer. Et là, ça nous a fait un choc. Genre, on s'est dit, mais t'es sérieuse, Ilse? Mais j'espère que t'en rencontreras d'autres et des très bien, parce que j'ai honte, là, que tu me dises ça. Et elle a dit, non, mais c'est vrai, à chaque fois qu'on arrive sur les fréquences, en général, c'est ceux qui foutent le bazar. C'est un point délicat, ouais. Ouais, je sais pas. Ça dépend. Tu vois, t'as une part de ta 50-50. En fait, t'as 50% de gens qui seront super cool et 50% qui seront pas, t'auras pas envie de leur parler.
Une part de chance aussi, et forcément, même des Français, nous on aime faire la fête aussi, et ça dépend quand tu croises, enfin s'il y a des étrangers qui croisent d'autres Français, ça peut être un mauvais timing aussi, c'est peut-être la seule soirée où ils ont fait la fête aussi. Mais c'est vrai qu'on a cette réputation, comme tu disais, de French shopping qui est vraiment malheureusement pas du tout une bonne image qu'on donne de nous, et c'est surtout pas la vérité, quoi, malheureusement. Mais c'est devenu une expression. Moi, je voulais continuer sur un détail parce que en regardant votre site, vous avez quasiment fait toute l'Australie, tout le tour. En fait, je voulais savoir combien de temps vous avez passé à travailler et combien de temps à voyager. Je pourrais pas te dire, mais je sais que non-stop, il me semblait que c'était un tiers du voyage où on avait voyagé, un tiers des 2 ans, pardon, où on avait voyagé, un tiers, un peu plus d'un tiers, je dirais, ouais, on va dire 30% de voyage, 40-45% de travail, et le reste, c'est de la garde de maison et du volontariat. D'accord, ok. C'est un bon ratio, je trouve, parce que même la garde de maison, au final, vous découvrez une culture. Là, vous découvrez vraiment la culture par rapport au backpacker. Au backpacker, on découvre pas la culture du tout. Mais quand on habite chez quelqu'un, on découvre leur vie. T'avais ta maison à toi. Du coup, tu faisais tes courses de la semaine, ou comme un Australien de base, tu vois. Et puis, c'était cool. Et il y a des endroits où tu filais même leur voiture. Les gens te filaient leur voiture à eux pour pas que tu utilises la tienne. Ça arrivait à Perth avec. Et en plus, ce qui est bizarre, c'est qu'au début, on a cru que la garde de maison allait être la manière la moins proche avec les gens. On pensait vraiment qu'on allait pas créer de lien avec les Australiens. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Tu rentres dans une communauté, donc tu connais, tu vois les voisins, tu vis chez eux de la maison que tu gardes, donc tu gardes le contact. Donc nous, on envoyait des messages tous les jours par rapport aux animaux qu'on gardait pour leur dire tout va bien. On envoyait une petite photo, le chat va bien, il a mangé, le chat va bien. Tu restes proche avec eux après même le voyage. Proche, en fait. Tout le temps. On a gardé le contact avec toutes les gardes de maison, alors qu'avec le LPX, pas forcément. Parce qu'en fait, je sais pas comment expliquer, mais tu es dans leur intimité. Ils te font confiance. On les a revus après, la plupart, parce qu'on restait dans le coin avant de reprendre la route. On a même été invités au mariage d'amis à nous sur Perth, mais en visio. C'était drôle, en fait. On était en France et ils étaient en Australie. On avait... c'est génial. On en a une autre qui apprend le français. Du coup, elle nous envoie des messages. On la corrige. En fait, tu crées des liens différents, plus durables en garde de maison, parce que c'est des gens qui t'ont fait entièrement confiance. À la différence du LPX, Workaway, enfin le volontariat, où c'est des gens qui ont besoin d'aide, mais pas de la même manière, et ils ont l'habitude de voir des gens et de les encadrer comme tu encadrerais des enfants, en fait. Alors que garde de maison, c'est pas du tout la même chose. Tu as ta vie. On a même fait des gardes de maison où on a bossé à Sydney, on a travaillé. Donc on avait vraiment cette impression d'habiter à Sydney. On avait notre maison. T'avais le métro boulot dodo. Voilà, c'était assez... Et communauté, parce qu'il y avait les voisins et tout. C'est assez marrant, en fait. Faut le vivre, en fait. Franchement, même si c'est pas en Australie. C'est vrai que la garde de maison, comparée au LPX, le problème, c'est que quand vous partez, quelqu'un d'autre arrive. Oui, c'est ça. T'es vite remplacé, vite oublié. C'est t'es remplacé, en fait. Tu l'as dit exactement et très très bien. Tu marques pas la vie des gens. Non. Hormis si tu restes une année, parce que ça peut arriver, mais si tu restes 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, t'es de passage. Alors que quand t'es dans la vie des gens, bah justement, comme vous avez dit, on rencontre les voisins, on est dans la vie du quartier. C'est ça. Tu le dis extrêmement bien, c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'en LPX, on n'a pas gardé contact avec tout le monde. On a gardé contact avec certaines personnes, mais on s'est apporté du bien mutuellement pendant une période, et puis voilà. Pour la suite de votre voyage, vous voyagez en van, comme beaucoup de voyageurs. Quel est l'endroit que vous avez préféré sur place ? On a voyagé en 4x4 et en van, du coup 4x4 dans les endroits où, plus dans le nord, dans le centre et dans le nord-ouest. Et nord-est. Là où tu devais avoir tu pouvais rouler dans le sable. Et toute la partie, je dirais citadine, plus Perth, aux alentours, en fait toute la côte sud et la côte est jusqu'à Sydney. Voilà. Là on avait le van, du coup, ouais. Et du coup, la question... La partie qu'on a préférée, c'est quoi ? Moi, c'est Null Arbor, en fait. C'est bizarre, mais j'ai kiffé Null Arbor et tout ce qui est Espérance, Lucky Bay, tout là-bas. Ouais, le parti nord. Alors, explique sud-ouest, du coup, pour ceux qui écoutent. C'est toute la partie sud-ouest, ouais. Sud-ouest jusqu'à Adélaïde. Et Adélaïde, c'est vrai que par contre, c'est magnifique. Hein. On aurait pu rester plus longtemps. Hein. Je sais pas ce que tu as pensé d'Adélaïde, mais nous, on a aimé. En fait, ça faisait longtemps qu'on avait quitté la France aussi. On était 2 ans et demi. Donc, nous, ça nous a beaucoup plu. Non, on était à 3 ans. La culture. Ouais, ça nous avait manqué en fait de ce qu'on a pu trouver à Margaret River, les vignes, les restaurants, les dégustations de chocolat, la culture. Il y a des beaux monuments. La ville, elle est petite, mais à
à grandeur d'homme. Il y a des musées aussi. Il y a des musées gratuits, il y a des montagnes, il y a la mer qui est magnifique. En fait, on a beaucoup aimé Adélaïde, on n'est pas resté assez longtemps. Pour moi, je pense qu'on aurait pu rester plus longtemps. Mais la partie d'Adélaïde en van, parce que t'as pas besoin d'un 4x4, c'est... Quand t'as quitté la France il y a longtemps, j'entends, parce que sinon, ça n'apporte rien de plus. Mais ça, c'est réconfortant. Absolument pas à l'Australie, donc je recommande à personne qui vient voir l'Australie d'aller à Adélaïde. La partie sud-ouest, elle est sous-cotée en fait de fou. Par rapport à toute l'Australie, la partie sud ou sud-ouest, elle est sous-cotée. Ouais, sous-cotée. Mais je pense que c'est sous-coté parce qu'il y a rien, justement, et il y a ce stress derrière de se retrouver vraiment seul, parce qu'il y a vraiment rien du tout à faire sur cette route. Si on veut pas profiter du paysage, il n'y a aucun intérêt à aller là-bas. Si on veut pas avoir de la vie sauvage, il n'y a aucun intérêt à aller là-bas. Et le problème, je pense, déjà en PVT, c'est que la plupart se concentrent sur la côte Est, qui ressemble à n'importe quelle côte du monde, avec des villes. Enfin, Surfer Paradise, c'est un petit Miami. Je suis totalement fan de Melbourne, mais Melbourne, si on regarde les bâtiments en haut, c'est un petit New York. Brisbane pourrait être assimilé à un petit New York aussi. Et c'est vrai que le problème, c'est que la plupart des voyageurs s'arrêtent là-dessus. Et c'est pour ça, quand je vois votre carte, vous n'êtes pas du tout arrêté là-dessus. Vous êtes allé au centre, au nord-ouest, au nord-est, au sud-est, au sud-ouest. Plus c'était paumé, plus on kiffait. En fait, c'est pour ça que je t'ai dit, on a kiffé Null Arbor, parce que on a tellement été super enjoué du centre, du nord-ouest, enfin toute la partie vraiment sauvage, bush, enfin t'avais rien. En fait, ça nous a tellement manqué, c'est pour ça que j'ai surkiffé en van Null Arbor, parce que c'était paumé et qu'il n'y avait rien. En base, on adore la nature. Nous, on habite en... On est plus paysage que... On n'est pas citadin, on n'est pas trop citadin. Alors, faire la fête, Cairns, ça nous a beaucoup plu. On était content de le quitter aussi. Déjà, quand on n'aime pas une ville, on aime bien y rester jusqu'à ce qu'on l'aime. Tu vois, jusqu'à ce qu'on y trouve les bons côtés, parce que ça nous dérange de partir avant. Mais par contre, dans une ville, nous, on fait vite le tour. On adore les musées, on adore les centres-villes. Le shopping, c'est pas trop notre truc. Les soirées, ça nous va un moment, mais on est vieux, je pense. Je pense c'est peut-être par rapport à l'âge, j'en sais rien. En fait. Je sais pas, tous les soirs, et en fait, on déteste se sentir mal, en fait. Je pense qu'on a peut-être c'est notre hygiène de vie, on doit être un peu trop exigeant sur nous-mêmes. Mais on n'aime pas se sentir patraque, tu vois. On aime bien se coucher pas trop tard, se lever tôt, profiter du matin, des levées de soleil, des couchers de soleil. En fait, on a toujours été comme ça, et du coup, l'Australie, quand on arrivait dans les villes, comme on vivait souvent, on faisait des LP, des house-sitting en dehors, dans le bush. Quand on arrivait en ville, on avait l'impression de se prendre... la civilisation dans la tronche. Ouais, et pour expliquer, alors peut-être, j'espère qu'on n'est pas les seuls. Hein. Je pense que c'est parce que c'est peut-être là où tu habites en France au départ. Oui, aussi déjà de base. Parce que nous, on vit dans la partie plutôt montagne, tu vois, pas grosse ville. Donc peut-être que ça joue aussi. Peut-être qu'un mec qui habite à Toulouse, peut-être qu'il va surkiffer Melbourne parce que ça lui rappellera la maison. Bien sûr. Je sais pas. Tu vois, en ville, nous, on n'a jamais vraiment connu ça, quoi. Alors, c'était tout de suite magnifique, tu vois. Tu aimes, enfin, nous, on aimait pendant 3-4 jours parce qu'on trouvait ça incroyable et qu'on n'avait jamais vu ça. Les grands buildings et tout, c'est dingue. En fait, je réalise qu'on a des pécores, en fait. Ouais, t'as vu ça? Ouais, non, mais oui. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais je pense qu'on n'est pas seul. Enfin, pour répondre à tes questions, c'est ça, oui. Dès que c'était paumé, on kiffait, en fait. Et nous, on adore, en fait, on adore un truc de cette vie en van qu'on a découvert là-bas. On faisait déjà de l'itinérance en véhicule avec la Golf qu'on avait en France. On avait fait le tour de l'Italie en 2015 et le tour de l'Espagne, bon, pas pendant un an, hein, pendant quelques semaines, et le tour de l'Espagne-Portugal en 2016. Donc, du coup, on avait déjà cette habitude de voyager en itinérance, en posant le véhicule, plantant la tente ou dormant dans le véhicule. Donc, on avait déjà fait ça. Et le retrouver en Australie, mais à plus grande échelle, et le vivre au quotidien, faire ton feu de camp, aller pêcher ce que tu veux quand tu veux, faire des randonnées grandioses avec des points de vue magnifiques, et puis poser ta serviette, puis il n'y a personne sur la plage, et tu te baignes toute la journée. Enfin, nous, on adore ça, en fait. On a compté le nombre de nuits d'hôtel qu'on a passé en 2 ans. Franchement, une quinzaine de jours, mais max, quoi. Même pas. 15 Même nuits. pas. Tout le reste, c'était soit en tente, soit dans le van, en fait. Ça donne vraiment une idée du PVT différente. Parce que d'habitude, même les gens qui achètent un van, ils ont toujours cette partie où ils ont le van, mais ils sont en ville et ils restent en ville, surtout. Et c'est un peu dommage parce que l'Australie, c'est immense. Et il y a tellement de choses à voir que voilà, les villes, il n'y a pas... On n'apprend pas, en fait, dans les villes. On n'apprend rien. On découvre rien dans les villes. On reprend une vie comme on a normalement. Et comme on disait au début, le fait d'être dans une ville, on s'embourbe encore plus
dans ce PVT un peu loupé au final. Et bon, moi, c'est ce que j'ai vécu en grosse partie dans ce PVT un petit peu loupé, même si l'Australie, ça me manque énormément. Mais c'est vrai qu'on s'en bourbe énormément là-dedans. Après, tu le sens, en plus, c'est ça qui est dingue, c'est que tu le vois venir, tu sais que tu le fais mal, tu sais que tu dois partir, nous, ça nous arrive à peur. Mais je sais pas pourquoi t'as peur, en fait. Parce que quand t'arrives en Australie, tu te crées un cocon, un cocon de stabilité et de repères, parce que t'en as besoin. Tu te crées des relations, surtout si tu voyages seul, j'imagine. Et du coup, t'oses pas. Alors, t'en as rêvé pendant des années, mais t'oses pas aller au-delà de ça. En fait, nous, on peut que conseiller de le faire parce que c'est plus difficile de rester en ville parce que t'as beaucoup de frais, parce que t'as encore une pression sociale. J'admire les gens qui restent en ville, en fait, parce que tu te fais de l'argent, mais du coup, tu le dépenses aussi. Je suis d'accord avec toi, si tu restes en ville, c'est dommage, en fait. On voit vraiment le PVT différemment entre la vingtaine et la trentaine, parce que la vingtaine, on quitte la France et on était chez papa-maman, et du jour au lendemain, on se retrouve à devoir gérer son argent, à trouver du travail, à trouver un logement, à se faire à manger. Et c'est vrai que ça peut être un engrenage difficile et duquel on n'arrive pas à sortir, tout simplement. Il y en a peut-être qui ne font pas, justement. Ils recherchent à créer leur petit cocon à l'autre bout du monde, dans une ville hyper connue, parce que c'est leur rêve. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a toutes sortes de profils, en fait. Mais c'est vrai qu'à 30 ans, t'as bossé pendant 10 ans, t'as qu'une envie, c'est de voir autre chose. C'est ça. Mais on a une frustration quand même, je t'avoue, parce qu'on est tellement lent. En 2 ans, on n'a pas eu le temps de faire Sydney-Brisbane. Ouais. Et on aurait trop voulu voir ce qu'il y a dessus. Parce que on a fait le tour, on a fait le centre. Et il y a juste, Sydney-Brisbane. Et pourtant, c'est pas loin. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup. Je crois qu'il y a 500 bornes, non, à tout casser. Mais on aurait trop voulu le faire. Et puis le tour de Sydney, pareil, il y a plein de parcs nationaux qu'on n'a pas fait. Non, on n'a pas fait la Tasmanie aussi. Parce qu'on a revendu le van, il nous restait 2 mois, on a travaillé, on a revendu le van et après on était en garde de maison jusqu'à la fin. Donc on pouvait plus bouger au parc national, on a juste fait les Blue Mountains. Ça c'est dommage, on a quelques petits regrets. La Tasmanie, c'est un regret aussi. Et la Tasmanie. Nous, notre but c'était de voyager. On était en tour du monde, on arrive en Australie, c'était pour faire de l'argent. Mais on s'est pas donné la pression pour trouver du travail. À chaque fois, il y a juste une fois, on était en galère. Et d'ailleurs, si je peux recommander tous les prochains PVTistes, tous ceux qui y sont, c'est pas d'attendre d'être ruiné pour chercher du travail, c'est juste voyager avec l'argent qu'il y a dès le début, de profiter de toutes les opportunités qu'il y a sur place et de surtout pas hésiter à demander là où on est s'il y a du travail, parce que nous, la plupart, je dirais 80% des jobs qu'on a eu, c'était au culot et on n'en avait pas forcément besoin. C'est juste on est arrivé dans un endroit, c'était beau, on a demandé, on a trouvé du travail, on est resté 2-3 semaines. Jamais. On a kiffé le lieu, on est reparti. Jamais on a trouvé de travail en demandant sur Internet ou en payant des applications pour trouver du travail à ta place. Jamais on a trouvé de travail grâce à ça. Jamais. Ouais. Après, on a eu peut-être de la chance, je sais pas. On a dû dégager de bonnes vibes, on en a eu des bonnes. Je sais pas. Mais en tout cas, on a eu beaucoup de chance à ce niveau-là parce que, juste un exemple, on est arrivé à Exmouth. On était avec nos amis hollandais qui devaient continuer la route. Nous, on avait travaillé à Alice Springs dans un Big Four. C'est une chaîne de camping en Australie. Et du coup, on savait qu'il y en avait un là-bas. Donc, on allait toquer pour savoir s'ils cherchaient du monde pour travailler. Ils nous ont dit oui, mais pas pour payer, mais contre un hébergement gratuit. Donc, on s'est dit, cool, on fait une semaine. Comme ça, on profite d'Exmouth gratuitement. Donc, on a eu un hébergement gratuit contre 1 heure de lessive par semaine. En plus, c'était rien du tout. Ouais. Donc on faisait du lessivage pendant 1 heure par semaine, on avait l'hébergement gratuit. Et en même temps, en allant au restaurant en face du camping, on a vu qu'ils cherchaient un serveur et un plongeur. Et puis on a eu du travail direct. On est resté 3 semaines comme ça, on bossait tous les jours. Et on s'est dit, tous les jours. Non, tu bossais de la semaine et t'avais le week-end à toi, quoi. Et franchement, c'était cool parce que c'était pas prévu. Mais nous, on avait tellement aimé Exmouth et on voulait tellement y rester que voilà. Enfin, non, franchement, c'était que des choses comme ça. Juste Margaret River, effectivement, où quand on est tombé en panne, c'était un peu plus compliqué, quoi. Okay. Mais après, on a quand même trouvé 2 boulots là-bas, avec un intervalle d'une semaine, donc c'est pas impossible de trouver du travail. Mais disons que c'était pas forcément les jobs qu'on voulait. Voilà, si on peut recommander quelque chose, c'est pas d'attendre d'être ruiné pour accepter n'importe quoi. C'était une de nos questions suivantes. Par contre, moi, j'ai une dernière question à vous poser par rapport à ce séjour. Quel est le bilan de cette aventure, aussi bien humaine que dans votre vie de tous les jours maintenant ? Vivre au jour le jour, ça c'est clair et net. Ne pas se mettre des freins, ne pas prendre pour acquis les choses, ne pas penser que la pensée unique des gens qui t'entourent est unique, justement. Croire en toi et en tes valeurs et en tes projets, mais prendre en considération toutes les critiques qui viennent d'une manière positive.
Je dirais de voir toujours le monde plus grand et plein d'opportunités et ne pas se cantonner aux œillères qu'on pourrait avoir. Rester sincère. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi? Je parle beaucoup, mais je suis pas dans ta tête. Vas-y, ajoute. Pour moi, ce que l'Australie m'a apporté, je pense que quand tu arrives en Australie, c'est toujours intéressant de demander à des gens la différence du toi d'avant l'Australie et après l'Australie. Parce que je suis sûr et persuadé que tous les gens changent. Tu changes après l'Australie. Et du coup, pour toi, et pour moi, c'est t'es plus débrouillard en fait. Ouais. À la fin de l'Australie, tu te retrouves toi-même. T'as une autre image de toi, tu mûris. Et je pense que tu deviens comme un caméléon. En fait, ça c'est ma phrase. Vu que tu es allé dans un pays où tu ne parlais pas la langue, c'est super enrichissant pour toi de revenir, de repartir du pays, et tu te dis tu peux bosser n'importe où dans le monde parce que tu as fait le plus dur. Je trouve que c'est une bonne conclusion parce que c'est exactement ça, l'Australie, et c'est exactement ça le PVT. Dans le pays. Moi, je voulais rester à vie en Australie. Si on m'avait proposé un sponsor, je serais resté là-bas sans réfléchir. Pour moi, pas pour toi. Non, parce que moi, je pense que le monde est vaste, comme je l'ai dit avant dans ma conclusion, et que chaque pays peut apporter aussi son lot de surprises et une autre manière de grandir soi-même et d'avoir une vision des choses différentes. L'Australie, par contre, c'est vrai que tu pourrais rester 5-10 ans, que chaque année, elle va t'apporter quelque chose de différent. Et elle va t'apporter des choses sur toi-même. Nous, on a découvert des choses sur nous et sur notre couple aussi, parce qu'on a voyagé en couple. Donc forcément, on a découvert des choses de nous-mêmes qu'on n'avait pas connues avant, genre des traits de personnalité, des freins qu'on s'était mis nous-mêmes, ou même une vision qu'on avait de nous-mêmes qui n'était pas vraie, parce que on se voit tellement possible, pas. En fait. Ouais, tout est possible. Et puis, je sais pas comment expliquer, mais en Australie, on grandit ensemble. En France, on se rend compte on pense déjà qu'on est grand, alors qu'en Australie, on grandit ensemble. Et d'ailleurs, c'était une question qu'on nous posait aussi beaucoup sur le blog, c'est ça vous a pas fait peur de voyager en couple? Mais en fait, j'ai envie de dire, mais non, faut foncer. Et même si c'est dur, même si parfois tu as envie de prendre la tête de l'autre et d'exploser contre le mur, t'as envie de te dire, mais en fait, non, parce que c'est justement ça qui fait grandir le couple. C'est le fait de toujours trouver un juste milieu. Et que si l'autre, il a besoin d'être peut-être entendu, il y a peut-être des choses qui vont pas. Mais en fait, justement, c'est dans tous ces petits moments, toutes ces prises de conscience qu'il y a eu pendant le PVT qui font que même ton couple est mûri, en fait. C'est pas... Avant, j'ai envie de dire qu'on était deux entités séparées. On en est revenu en une entité qui se cherche encore. On cherche encore la bonne balance. Il y a des fois, surtout depuis qu'on est revenu en France, mais c'est tellement formateur et ça fait tellement grandir les choses. On aurait, je pense, jamais eu ce lien, même si parfois, mais comme partout. Mais on n'aurait jamais eu ce lien si on serait resté en France. Et je pense peut-être même qu'on se serait éloigné parce que c'est notre culture en France qui veut ça, où chaque personne est dans son coin. Et alors qu'en PVT, tu ne peux pas être dans ton coin, c'est pas possible. C'est vrai, c'est la conclusion parfaite parce que c'est totalement ça. Et nous, on l'a vécu pareil parce qu'on est arrivé en Australie, on ne se parlait quasiment plus. Et ça nous a changé totalement. Quand on est rentré en France après, ça nous a changé la vie. Et on est reparti en voyage par la suite, on ne s'est plus jamais engueulé. Ah, ça c'est beau. Personnellement, si je regarde comment j'étais avant l'Australie et comment je le suis après, mais j'étais un vrai con avant l'Australie. Ah, on se l'est dit il y a une semaine pour nous, tu vois, donc ça se rapproche. Non, mais enfin, moi, si je regarde des photos de moi en Australie, avant l'Australie, mais je ne me supporte pas. Quand je vois mon attitude générale, quand je vois comment j'étais, tout simplement, je me supporte pas avant l'Australie. Je pense que pour beaucoup de personnes, de voyager, ça leur ouvrirait tellement l'esprit et ça les changerait totalement. Ça peut être que bénéfique, même s'il y a des mauvais moments, ça peut être que bénéfique de voyager. Je te rejoins complètement, c'est tout à fait ça. Moi, je dis souvent à Steve qu'on revient dans la meilleure version de nous-mêmes. C'est ça. Il n'y avait pas de filtre. Moi, par exemple, quand on voyageait, pas de maquillage. Tu te lèves le matin, tu fais un chignon parce que t'es en plein désert, t'as de la boue sous les pieds, tu t'en fous en fait. Et les gens, ils connaissent pas ton passé, ils apprennent à te connaître tel que t'es, sans filtre. Tu t'en fous même de ce que tu dis, de ce que comment tu vas le dire, parce que de toute façon, la plupart des rencontres que tu fais, elles sont instantanées. C'est pas forcément, enfin, je dis pas pour tout parce qu'on a gardé contact avec beaucoup de monde, mais on fait beaucoup de rencontres en Australie qui sont ponctuelles. Donc il y a pas de filtre et en fait, tu apprends à te découvrir toi-même parce que tu te mets pas des freins. De vision des étiquettes qu'on t'a données quand tu étais en France ou
ou des modèles à suivre parce que tu pars sur une page blanche et tu es toi. Totalement. Et en Australie, le prénom n'est pas utile. Ouais. Quand on rencontre des voyageurs, il y a plein de personnes qu'on rencontre en Australie, on ne sait toujours pas comment ils s'appellent. C'est vrai. C'est vrai, hein. Des fois, tu oublies de demander comment tu t'appelais, ouais. C'est vrai. Et pourtant, tu as partagé toute la soirée, mais tu as oublié le prénom. Ouais, ça nous est aussi beaucoup arrivé. C'est ça. Nom d'Instagram, parce qu'on ne se souvenait plus, malheureusement. En plus, ils vont peut-être entendre ce podcast, c'est génial, merci. Bah, j'espère qu'ils l'écouteront, ça voudra dire que des gens l'ont écouté, ce podcast. Exactement. Bah, si vous avez écouté, vous nous dites comment vous vous appelez en message privé sur Instagram. En tout cas, je vous remercie de votre temps pour ce premier podcast. Je vais mettre dans la description votre site internet, votre chaîne YouTube, votre Instagram, Facebook, les sites dont on a parlé aussi. Je vais mettre tout le descriptif. Je vous souhaite une bonne journée surtout et une bonne continuation. Super en tout cas. Pour le montage.